Les chamans, les guérisseurs, les adeptes de certaines médecines douces en sont convaincus. L'esprit, l'imaginaire peuvent guérir le corps. Et maintenant, les preuves scientifiques de ce phénomène s'accumulent. Je plonge de plus en plus en moi. Tout disparaît et je descends profondément jusqu'au cœur de la tumeur elle-même. Dans l'obscurité de cette pièce, avec ce monstre grotesque dont je sens presque l'odeur, c'est horrible. Une porte s'ouvre et laisse entrer une radieuse lumière blanche. Devant la lumière, l'obscurité se dissipe lentement. La taille de la tumeur diminue et la lumière s'amplifie. Christine a un cancer du sein. Dans le cadre de son traitement, elle recourt à son imagination pour combattre la maladie. Quelques chirurgiens y voient un domaine intéressant, mais plusieurs croient que ça n'a pas grand-chose à faire dans le traitement des tumeurs malignes. Cela fait certainement l'objet d'un débat animé. Des praticiens des médecines alternatives affirment guérir à l'aide de techniques psychosomatiques. Ils sont si convaincants qu'une personne sur 3 dans les pays occidentaux y a recours. J'avais une blessure à la cuisse. J'ai vu tous les spécialistes, tout essayer, sans aucun résultat, jusqu'à ce que je vienne ici. Si je n'en avais pas fait l'essai moi-même, je n'y aurais pas cru. Les médecins occidentaux rejettent les thérapies dites alternatives, qu'ils jugent non scientifiques et non prouvées, plus proches de la magie que de la médecine. Nous sommes devant deux positions extrêmes. Ces deux groupes se dénigrent l'un l'autre et c'est très dommage. La vérité doit se trouver quelque part entre les deux. Nous devons découvrir où est cette vérité car cela va nous permettre de trouver le meilleur traitement pour nos patients. Le problème pour les scientifiques, c'est que la médecine moderne repose sur des expériences mesurables et reproductibles. Les scientifiques exigent la preuve de l'existence d'une relation entre l'esprit et le corps. Au fil des années, plus les chercheurs ont étudié les mécanismes de défense du corps contre la maladie, plus cela les a convaincus que le corps et l'esprit fonctionnent de manière distincte. Chaque nouvelle découverte sur la complexité de notre système immunitaire n'a fait que confirmer cette séparation. Au microscope, on pouvait désormais observer les globules blancs ou lymphocytes du système immunitaire qui reconnaissent et attaquent les bactéries et les virus. On pouvait activer les fonctions immunitaires du corps dans un vase de pétri ou une éprouvette. Nul besoin de patient, de cerveau ni d'esprit. Les scientifiques y ont vu la preuve absolue que l'esprit n'intervient pas dans le combat contre la maladie. Fait étrange, à bien des égards, nous tenons pour acquis que l'esprit affecte vraiment le corps. On sait que lorsqu'on a peur, on transpire, le cœur se met à battre la chamade, on se sent anxieux. On sait qu'une situation érotique provoque de nombreux effets, à commencer par l'érection chez l'homme. Tous ces éléments montrent que l'esprit affecte le corps. La grande question, c'est l'esprit peut-il réellement affecter le système immunitaire? Peut-il influer sur la façon dont on combat la maladie? Le fonctionnement de l'esprit peut-il affecter votre réaction au processus tératogène et vous aider vraiment à combattre la maladie ou vous rendre plus vulnérable? Ces 20 dernières années, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les scientifiques sont parvenus à mesurer l'incommensurable, comment la pensée peut affecter les cellules. De nouvelles découvertes remettent en question le concept reconnu
selon lequel le mental, l'état d'esprit, ne joue aucun rôle dans les défenses du corps. Des découvertes accidentelles, non planifiées, qui ont donné naissance à un nouveau champ d'investigation médicale, la psychoneuroimmunologie. Bob Hader n'a rien d'un révolutionnaire. Il ne s'attendait jamais à ébranler la science. Il voulait simplement comprendre une expérience qui a mal tourné. Je faisais une expérience classique de conditionnement pavlovien avec des rats et l'étude a produit des résultats déconcertants auxquels j'ai dû beaucoup réfléchir. Je venais ici et je méditais sur ces résultats afin d'y trouver une explication. Il y a 80 ans, le célèbre scientifique russe, Ivan Pavlov, a montré qu'on pouvait conditionner des chiens à associer une lumière clignotante à un bol de nourriture. Après ce conditionnement, Pavlov pouvait faire clignoter la lumière en l'absence de nourriture, et les chiens salivaient quand même. En 1975, Bob Hader fait boire de l'eau sucrée à ses rats, ce dont ils raffolent. Puis, il leur injecte un produit qui leur donne la nausée, ce qu'ils détestent. Les rats apprennent à associer la nausée à la consommation d'eau sucrée. Mais il se produit quelque chose d'imprévu. Les rats meurent. Les animaux mouraient alors qu'ils n'auraient pas dû, et c'est gênant. Quand des animaux meurent au cours d'une expérience où ils ne sont pas censés mourir, c'est qu'il se passe quelque chose qui échappe à mon contrôle, et ça m'embête. Hader se rend compte que le produit qui rend les rats malades provoque un autre effet. Il affaiblit leur système immunitaire. Il trouve une explication simple. Alors que je conditionnais ce dégoût pour la solution de saccharine, je conditionnais en même temps une suppression du système immunitaire. Peut-être était-il devenu plus sensible à certains microbes ou à certains virus, à tout ce qui pouvait traîner dans le laboratoire. L'hypothèse d'Hader implique d'une certaine manière que les cerveaux des rats influençaient leur système immunitaire. Cette interprétation est tout à fait logique. Malheureusement, elle se heurte alors de plein front à des décennies de traditions médicales et de preuves expérimentales. Il décide de consulter un immunologiste à l'esprit ouvert. Je me rappelle très bien le jour où Bob est entré dans mon bureau. Il m'a soumis ce puzzle. En tant qu'immunologiste, je savais, comme tous mes collègues, que le système immunitaire peut agir dans un vase de pétri, qu'il n'a pas besoin d'être dans un organisme vivant. Or, voilà que Bob laissait entrevoir que dans l'organisme, là où il vit d'habitude, le système immunitaire pourrait être contrôlé par le cerveau, par l'esprit. Bob Hader et Nick Cohen joignent leurs efforts et répètent l'expérience. Le résultat confirme que le système immunitaire peut être conditionné par la pensée. Des applaudissements polis. Mais ailleurs, leurs collègues se montrent carrément hostiles à leur découverte. Ces faits importants ne cadrent pas avec la théorie en vigueur. Même si le public était parfaitement disposé à accepter ces études et les suivantes, mes collègues immunologistes étaient moins enthousiastes. Ils ont pensé qu'Hader et Cohen étaient cinglés parce que leur découverte impliquait que le cerveau pouvait induire de manière autonome une sorte d'état d'immunosuppression. Et cela a été perçu comme une hérésie. L'année suivante, un nouveau morceau du puzzle se met en place. Il n'a rien à voir avec le conditionnement. L'amérissage au terme d'une mission Skylab. À leur retour de mission, les astronautes se soumettent à une prise de sang. Or, l'analyse révèle un affaiblissement significatif de leur système immunitaire. On propose comme hypothèse que cela est dû au stress psychologique de leur voyage de 3 mois. L'idée que le stress puisse affecter les défenses de l'organisme est un défi de plus à l'orthodoxie. Le stress est uniquement d'ordre mental, mais le mental n'est pas censé influencer le système immunitaire.
Or, au début des années 80, un deuil et une remarque fortuite, faite dans un restaurant, lancent un couple de chercheurs, un immunologiste et une psychologue, sur une piste fraîche. Tout a commencé à la mort de mon père. J'ai été très ébranlé. Un midi, une amie m'invite au restaurant pour me réconforter. Pendant le repas, elle me dit « Ronald, n'oublie pas que certaines recherches ont démontré qu'on risque beaucoup plus de tomber malade au cours de la première année de deuil. » Je me suis rappelé avoir lu quelque chose à ce sujet. Alors, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'en ai parlé à John, ma femme. J'ai dit qu'il y avait là un rapport intéressant, mais comment cela pouvait-il avoir un impact sur la réaction immunitaire? Quand Ron m'a demandé si le stress affectait la santé, j'ai répondu bien sûr. On avait déjà de bonnes données. On savait déjà, à partir de plusieurs études, que les périodes de stress étaient associées à une fréquence accrue de maladies. Des gens qui, dans l'année précédente, avaient vécu un décès, un déménagement ou la perte d'un emploi étaient plus sujets à tomber malades. C'était intéressant, mais nos connaissances en immunologie étaient plutôt limitées. Ils décident donc de vérifier si le stress peut vraiment avoir un effet sur les cellules du système immunitaire. Ils mettent au point une expérience contrôlée qui fait appel à un groupe d'étudiants en médecine confrontés au stress des examens. Ils prélèvent des échantillons de sang et mesurent l'activité des globules blancs, les cellules maîtresses des défenses de l'organisme contre la maladie. Ils constatent que, juste après les examens, les étudiants ont des globules blancs moins actifs. Tout d'abord, quand on a reçu ces résultats montrant que le stress des études modifiait la réaction immunitaire, je n'ai pas cru les données. Voilà que tout à coup, le système immunitaire était affecté par le stress. Je me suis dit, un instant, ce n'est tout simplement pas possible. Je n'y croyais pas. Quand les Glaser ont publié pour la première fois les résultats de leurs recherches, ils étaient loin d'être au bout de leur peine. Même les scientifiques qui travaillaient dans ce domaine étaient sceptiques. Et au début, la plupart d'entre nous tentions de montrer que tout ça était probablement pour beaucoup une perte de temps. Mais les résultats étaient si convaincants que nous avons dû changer notre paradigme, notre approche. Pas pour accepter ces résultats, mais au moins pour en tenir compte et admettre qu'il y avait là de la fumée, et peut-être même un feu qui couvait. Ça a été une période amusante en fait. Tout le monde a suivi le mouvement. C'était vraiment emballant. Tout le monde se laissait fasciner par l'effet du stress sur le système immunitaire. Et on a effectué toutes sortes d'expériences à ce moment-là. Je travaillais avec des parachutistes et d'autres avec des adeptes du parachutisme en chute libre ou du bungee. Une des études les plus amusantes impliquait 20 Norvégiens entassés dans un canot de sauvetage que l'on a jeté à la mer pour voir ce qui arrivait à leurs hormones du stress et à leur système immunitaire.